Bonjour Christine Descatoires, vous êtes conservatrice en chef au musée de Cluny à Paris. Et bonjour à Marc Gilles, maître de conférence à l'université Charles de Gaulle Lille 3, Institut de recherche historique du Septentrion. Vous êtes tous les deux commissaires de l'exposition Une Renaissance, l'art entre Flandre et Champagne, 1150-1250, qui est donc présentée au musée de Cluny jusqu'au 15 juillet 2013. On va présenter aujourd'hui cette exposition aux auditeurs, une exposition qui revient sur une période finalement assez peu connue. Une renaissance, vous l'avez appelée, donc ça signifie bien qu'il y a des apports artistiques, culturels, donc entre 1150 et 1250. Est-ce que vous pouvez développer ce tournant artistique pour décrire ce terme de renaissance que vous avez utilisé pour le titre de cette exposition? Christine Descatoires. Tout à fait, on a utilisé à dessein évidemment une renaissance et non pas la renaissance, parce que l'art médiéval est traversé de plusieurs renaissances. D'abord la renaissance carolingienne au IXe siècle, suivie par la renaissance ottonienne au Xe, début du XIe siècle. Et pour bien montrer la différence avec ce qu'on appelle la Renaissance avec un grand R qui intervient au XVe siècle pour l'Italie, au XVIe siècle pour le reste de l'Europe. Donc on a ici une Renaissance avec la double idée que c'est une nouvelle floraison artistique, mais aussi qu'il s'agit d'un retour à l'inspiration antique, de même que pour la Renaissance carolingienne, et qui s'inscrit, cette renaissance artistique s'inscrit dans une renaissance intellectuelle et culturelle qu'on appelle la renaissance du XIIe siècle, qui est marquée notamment par un retour à l'humanisme antique, par un développement des écoles urbaines, et qui va promouvoir cette renaissance artistique, donc à la fois des modèles antiques, des modèles iconographiques antiques, même s'ils existent avant, mais elle va insister davantage, et également va promouvoir un style fluide qui se réfère à l'Antiquité. Alors l'Antiquité, les hommes du XIIe siècle avaient des vestiges de monuments antiques ou d'objets antiques sous les yeux, et ils s'inspirent de ce qu'ils ont sous les yeux, mais elle est aussi passée au filtre de la Renaissance carolingienne et ottonienne. Alors c'est une zone géographique aussi très circonscrite, puisqu'on parle donc les deux termes que vous employez, c'est Flandre et Champagne. Quelles sont les grandes villes où les artistes s'expriment à cette époque ? En fait, oui, c'est une zone géographique très très particulière parce que ça comprend les grands territoires du nord du Royaume de France, territoires qui sont à la frontière avec le Saint-Empire romain germanique. Donc c'est une zone frontière, donc c'est un art de la frontière, mais c'est aussi dans une région riche économiquement, en grand développement urbain. La seule région qui est comparable à ce moment-là, pour tout le Moyen-Âge d'ailleurs, c'est l'Italie du Nord. Sauf qu'en Italie du Nord, ce sont des villes indépendantes ou des princes indépendants. Ici, on est dans des grands territoires, des comtés, des duchés, qui sont vassaux du roi de France ou de l'empereur germanique. Et dans ces villes, on a bien sûr les grandes villes de Champagne, avec leurs foires, mais aussi les grandes villes de Flandre, également avec leur foire. Donc il y a un commerce international entre l'Angleterre pour les laines, les foires qui vendent tous les produits manufacturés. Également, on est dans des régions qui produisent du drap. Les grandes villes drapières du nord de la France, on pense à Ypres, on pense à Bruges, on en a produit à Saint-Omer, à Douai, à Lille, etc. C'est une ville riche économiquement, politiquement très forte, morcelée politiquement, et une région de frontières. Et donc c'est toujours intéressant d'étudier l'art de région de frontières, parce que c'est un art qui est toujours en mouvement. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi pour le Moyen-Âge, il faut insister là-dessus, on a toujours l'impression d'avoir un monde immobile. Le monde médiéval est un monde en mouvement. On bouge, on marche beaucoup pour les pèlerinages, pour les croisades, mais aussi pour le commerce, pour aller travailler. Et c'est le moment, cette seconde moitié du XIIe et la première moitié du XIIIe, où on a de grands chantiers. Et là aussi, c'est un autre point important, c'est que ces grands chantiers sont dans une architecture nouvelle gothique, alors que les arts visuels, tout ce qu'on voit dans l'exposition, ne sont pas gothiques, c'est autre chose. C'est un art qui n'est, comme on l'a dit, qui n'est pas roman, qui n'est plus roman et qui n'est pas gothique.
avec ce fort rapport à la fois byzantin et l'antique, avec un regard sur l'Antiquité qui est un regard aussi politique. C'est pas innocent que les rois de France ou d'Angleterre, l'empereur, fassent appel pour ces objets les plus prestigieux, pour ces manuscrits, pour ces objets de luxe, à l'art de l'Empire romain. Alors c'est plus, bien sûr, un art qui est païen, c'est un art chrétien, mais quand même avec une idéologie qui est derrière. Alors c'est vrai que c'est un art qui est très lié à la religion. On peut parler d'art sacré. Si on parle justement des objets présentés dans cette exposition, on a, comme vous l'avez dit, des manuscrits, des reliquaires, des croix, beaucoup d'émaux aussi. Est-ce que, Christine Decatur, vous pouvez un petit peu nous faire disons un panorama de tous ces objets qui sont très beaux et qui sont dans l'exposition Oui, alors dans le volet parisien de l'exposition, il y a en fait deux points forts. D'un côté, les pièces d'orfèvrerie et les émaux, et de l'autre, les manuscrits, même s'il y a aussi d'autres œuvres, d'autres objets comme les sceaux, quelques vitraux, des petites statuettes de Vierge à l'enfant. Alors, ces œuvres sont effectivement principalement des œuvres à connotation religieuse, notamment parce qu'elles ont soit un usage religieux, soit un décor religieux, soit souvent les deux à la fois. Même si les commanditaires sont éventuellement aussi des commanditaires laïcs, c'est-à-dire qu'il y a de grands commanditaires religieux, notamment les grandes abbayes, qui sont aussi des lieux de création. Les scriptoria sont des lieux de création. Certaines abbayes ont peut-être des ateliers d'orfèvres où elles font venir des orfèvres extérieurs et qui peuvent travailler de façon assez continue pendant un certain temps. Par exemple, Stavelot ou Saint-Bertin. Il y a aussi les évêques qui sont de grands commanditaires ecclésiastiques, mais c'est aussi une période où se développe la commande laïque, particulièrement celle des comtes de Flandre ou celle des comtes de Champagne, ou encore celle d'Éléonore de Vermandois, à qui l'on doit sans doute la commande du psautier d'Ingeburge, que l'on évoque à travers le psautier Noyon, puisque le psautier d'Ingeburge est à Chantilly et donc ne peut pas sortir. Et il est évoqué à travers le psautier de Noyon, qui en fait est dû au maître antiquisant du psautier d'Ingeburge et qui est conservé au Getty. Donc des œuvres religieuses avec effectivement un nombre important de pièces liturgiques en orfèvrerie, mais aussi des pièces liées au culte des saints, de nombreux reliquaires qui évoluent aussi et dont la forme évolue au cours de la période, puisque progressivement, aussi bien les objets liturgiques que les reliquaires vont comporter des parties de cristal de roche qui vont permettre de voir l'hostie ou de voir la relique, répondant à une évolution des formes de dévotion, où les fidèles ont de plus en plus besoin de voir l'objet de leur dévotion. Par ailleurs, se développent des types d'œuvres qui sont des objets cultuels, on a appelé ça des objets cultuels à succès, de très nombreuses croix reliquaires de la vraie croix, qui abritent une parcelle de la vraie croix et qui adoptent souvent la forme à double traverse d'origine byzantine, qui présentent de très beaux décors filigranés et niellés. Le niel, c'est un sulfure métallique qui donne des motifs grisés ou noirs ou bleutés. Il y a aussi les fameux phylactères qui sont des reliquaires qui se développent particulièrement dans ces régions-là entre 1150 et 1250, qui sont des reliquaires polylobés qui pouvaient être suspendus à un oratoire ou même portés au cou de l'officiant lors des cérémonies ou posés sur un pied et qui ont souvent une face filigranée comportant la relique et une face gravée, et notamment le reliquaire de Piquigny venant d'Amiens présente un très beau Christ gravé entouré du tétramorphe qui rappelle les dessins de Villard de Honnecourt. Quant au manuscrit, je laisse à Marc le soin de développer. Donc Marc Gilles a un tout petit mot sur ces manuscrits enluminés, évidemment qu'on a le plaisir de regarder dans l'exposition. Oui, donc en fait, à travers les manuscrits, mais aussi les autres œuvres avec d'autres techniques, c'est
c'est montrer la peinture du Nord et de Champagne à ce moment-là, et montrer la variété d'approches picturales et surtout le haut degré des artistes, à la fois dans la technique de la peinture de manuscrits, mais aussi dans la peinture des émaux, parce que en fait, à travers toutes ces techniques, c'est le même art qui est mis en scène, qui est utilisé, et c'est un art qui est fait ou des objets qui sont faits par des artistes polyvalents, qui vont fournir, et on le montre en particulier avec la Champagne, le maître de la Bible des Capucins, qui est un enlumineur, mais on s'est rendu compte à travers l'étude de différentes œuvres, des vitraux, de la sculpture, de la peinture murale, des émaux, que cet artiste a dû probablement aussi peindre la peinture monumentale, mais aussi fournir des patrons pour le vitrail, pour les émaux et probablement également pour la sculpture. Donc on insiste bien sur cette polyvalence encore de l'artiste artisan, parce que c'est ça, c'est l'artiste artisan au Moyen-Âge et dans cette période en particulier. Je voudrais juste rajouter un petit mot. Christine Decatur a parlé tout à l'heure du volet parisien de l'exposition au musée de Cluny, parce que dans le même temps il y a un volet de l'exposition qui est au musée d'Hôtel Sandelin à Saint-Omer. C'est la même exposition en deux endroits différents. C'est un partenariat tout à fait inédit entre le musée de Cluny, le musée d'Hôtel Sandelin et la ville de Saint-Omer. Et à Saint-Omer on présente plus particulièrement, bien sûr, des manuscrits d'orfèvrerie, mais de la sculpture monumentale, qu'elle soit architecturale, historiée ou mobilière. Et ça permet justement d'appréhender un passage tout à fait intéressant dont parlait Christine tout à l'heure, c'est le culte, et on passe avec les Vierges d'un culte public à la Vierge, les grandes Vierges, encore les grandes Vierges en majesté, qui sont l'héritage de la période romane, et au début du XIIIe siècle, on passe à une dévotion en parallèle. Le culte public existe toujours, mais le culte a des petits objets de dévotion, les petites Vierges, les petits saints en ivoire, en bois, donc des matériaux précieux, bien sûr, et ces petits objets qui arrivent dans une nouvelle dévotion, dans un nouveau rapport plus intime à la divinité, arrivent en même temps qu'un nouveau type de livre. C'est bien sûr le développement des psautiers. Les psautiers sont les seuls livres de dévotion mis entre les mains des laïcs depuis l'époque carolingienne. Et en même temps, on voit apparaître un nouveau type de livre, qui est le livre d'heures. Et c'est intéressant de souligner ce parallèle entre les nouveaux types de manuscrits et un nouveau type d'objets de dévotion, en particulier la Vierge. Merci beaucoup Marc-Gilles. Juste pour conclure, est-ce qu'on peut dire que cette période et cette zone géographique ont apporté donc des nouveautés qui vont avoir une filiation et qui vont faire évoluer l'art en général ensuite en France? En fait, c'est une période de transition. Non, ou... justement, tout le propos de l'exposition a montré qu'on n'est pas dans une période de transition, que c'est pas d'abord le roman et ensuite le gothique. Entre les deux, on a un moment où on fait un peu de roman, un peu de gothique, et que voilà. Non, en fait, c'est un moment où, il faut le souligner encore une fois, c'est ce retour à l'antique. C'est ce grand moment où les artistes vont s'intéresser à ce qui est autour d'eux. Et autour d'eux, il y a beaucoup de monuments antiques, beaucoup d'objets antiques. Ils vont explorer à la fois les textes antiques, mais aussi les œuvres antiques. Et quelle que soit la période de l'Antiquité, aussi bien la période hellénistique que la période romaine, que la période carolingienne, qui, elle, revisite l'art antique. Une vraie réflexion de l'artiste artisan sur cette période. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que cette étude de l'antique ne va pas déboucher comme un siècle plus tard avec les Italiens sur ce qu'on a appelé la modernité et la Renaissance avec un grand R. Mais cette étude de l'antique va déboucher sur le gothique. Ça paraît paradoxal, mais en fait ça l'est pas du tout. Les artistes vont intégrer la culture antique, les modèles antiques, et du coup ils n'auront plus besoin de faire appel spécifiquement à cet art antique, et on va le voir apparaître et perdurer en filigrane dans le gothique. L'humanisme et le naturalisme à l'œuvre dans l'art 1200 se retrouvent dans l'esthétique gothique. Ils ne sont pas abandonnés, ils sont intégrés dans l'esthétique gothique.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc c'était la phrase de conclusion. Une période donc à découvrir, qui n'est pas forcément beaucoup mise en valeur, en tout cas à travers les expositions. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller au musée de Cluny, évidemment à Saint-Omer, puisqu'il y a 2 volets à cette exposition. Une renaissance, l'art entre Flandre et Champagne, 1150-1250, encore jusqu'au 15 juillet. Merci à tous les deux.